Bien, rebonjour à tous. Donc, bienvenue dans cette table ronde des sessions d'échange autour des enjeux énergétiques concernant la transition écologique et l'autonomie stratégique européenne. Donc on accueille deux intervenants que je remercie beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Patrick Ricky, donc, expert de l'économie de la transition énergétique et des politiques climatiques, directeur de recherche émérite du CNRS, et Karine Sebi, professeur associé à Grenoble École de Management, titulaire de la chaire Energy for Society. Donc merci beaucoup d'être là. Vous allez nous parler d'un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé récemment, avec également un projet d'observatoire dont vous allez nous parler. Et donc je vous laisse faire cette présentation initiale de 25 minutes, 30 minutes. Et puis ensuite, on aura un certain nombre de sujets et de questions sur lesquelles on pourra vous faire réagir. Donc merci encore pour votre participation. Et puis je vous cède la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci Frédéric. Eh bien, cet après-midi, nous allons effectivement, d'une part, tenter d'analyser les grands enjeux énergétiques et la manière dont l'Europe se situe dans le contexte actuel par rapport à ces grands enjeux. Et nous présenterons aussi un projet développé avec Karine Sebi et d'autres partenaires, dont Futurible, mais dont tu décriras la composition du consortium. Projet d'un observatoire géopolitique de l'énergie et Europe puissance. Alors là, je n'ai pas mis de bémol à puissance, mais en tout cas, il s'agit de traiter de la question de l'énergie comme une des dimensions tout à fait fondamentale des rapports de puissance entre les grandes régions du monde en ce premier quart du XXIe siècle. La genèse de ce projet, elle se fait en quelque sorte en 3 temps. Tout d'abord, ça commence vraiment avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'émergence de ce concept d'écologie de guerre tel qu'avancé tout de suite après l'invasion de l'Ukraine par Pierre Charbonnier, le philosophe, dans la revue Le Grand Continent. Donc il développe cette idée selon laquelle nous sommes entrés dans des temps où la question de l'énergie est non seulement un sujet majeur du point de vue des grands équilibres climatiques et environnementaux globaux, mais c'est aussi un sujet majeur de souveraineté. Et dès le départ, il y a cette idée selon laquelle, en gros, pour faire très bref, plus vite on se débarrassera des énergies fossiles, et meilleur ce sera pour le climat, et meilleur ce sera pour l'indépendance stratégique de l'Europe. Le deuxième temps, c'est 2 de mes collègues du laboratoire à Grenoble qui publient un bouquin sur le gaz dans la guerre en Ukraine, avec une analyse intéressante parce qu'ils posaient la question suivante. Pour les 4 grandes puissances, États-Unis, Europe, Russie, Chine, que va entraîner la guerre en Ukraine? Quels sont les gagnants, quels sont les perdants? Et leur diagnostic dans leur ouvrage consistait à dire eh bien, il y a 2 gagnants, les États-Unis et la Chine, et 2 perdants, la Russie et l'Europe. C'était un deuxième temps de la réflexion. Le troisième temps, ça c'était début 2024. Fin 2024, il y a la publication du rapport Draghi. Alors le rapport Draghi, dans cette matrice, il couvre la question de la souveraineté économique européenne, avec en particulier, pas que, mais en particulier la question de la disponibilité des ressources énergétiques et des prix de l'énergie en Europe comme élément de la compétitivité économique d'ensemble par rapport au reste du monde. La question de la géopolitique des matières premières, on va y revenir par la suite, les transformations des systèmes énergétiques, en particulier dans la décarbonation, permettent
de lever des dépendances sur les énergies fossiles, mais vont poser, c'est ce qu'on verra, des problèmes de dépendance sur les matières premières critiques pour les technologies de bas carbone ou les technologies de la transition. Et enfin, la troisième dimension, c'est la question de la maîtrise des technologies de production des énergies décarbonées, au premier rang desquels les renouvelables, mais aussi le nucléaire, les batteries, les piles à combustible, les électrolyseurs, etc. etc. Donc ça, c'est le point de départ et le cœur du problème. Et j'avais dû faire une présentation du rapport Draghi dans mon laboratoire et j'avais effectivement essayé d'aller un peu plus loin et de voir les différentes dimensions. Alors d'une part, en essayant d'apprécier, alors là c'est totalement subjectif pour ne pas dire, enfin c'est pifométrique, les petites croix que j'avais mis ici, mais essayer déjà de voir quels étaient les atouts ou les faiblesses des grandes régions du monde, donc USA, et Europe évidemment, USA, Chine, Russie, pays émergents, donc une notation subjective. Également, il paraissait nécessaire dès le départ d'introduire une nouvelle dimension, une quatrième dimension, celle de la sobriété, comme un élément tout à fait stratégique dans l'effort de transformation des systèmes énergétiques et comme atout potentiel pour l'Europe. Et puis enfin, j'avais rajouté une dernière colonne sur quelles sont les faiblesses principales des quatre grandes puissances qui sont en présence, avec en plus les émergents. Donc ça, c'est un cadre d'analyse. Et la réflexion que je m'étais faite à ce moment-là, c'était de dire c'est pas mal de faire ça de manière subjective ou pifométrique, mais ce serait quand même très utile d'avoir un appareil d'indicateurs, un système de données élaborées sous forme d'indicateurs, je dirais, facilement interprétables pour la construction des politiques européennes. Et le projet d'observatoire GIP, c'est exactement la concrétisation de ce point-là, c'est-à-dire l'élaboration progressive, nous en sommes au début, l'élaboration d'un système d'information permettant de couvrir les différentes dimensions de la problématique énergétique de l'Europe et des autres grandes puissances. Merci Patrick, merci Frédéric et merci pour cette invitation. Donc en continuité de ce que vient de dire Patrick, c'est vrai que notre objectif c'était effectivement de bien comprendre dans quelle situation on est et pourquoi on en est arrivé là pour après, in fine, faire des prospectives. Et donc avec Patrick, en nous co-coordonnant ce projet donc, qui est embryonnaire mais qui... on va dire, né aujourd'hui et va se concrétiser début juillet puisque notre consortium va publier un premier article dans la future édition de Futurib juillet-août 2026. Et comme l'a présenté en fait cette matrice, on s'est entouré de co-auteurs pour justement essayer de couvrir toutes les dimensions de cette matrice. Alors je vais pas, on est une douzaine de co-auteurs dans cet article, je ne vais pas tous les citer, mais je vais vous présenter leurs institutions, à commencer donc bien sûr par Futurib avec Antoine Lebec et François de Jouvenel qui sont contributeurs. Ensuite, on a nos collègues d'Enerdata qui fournissent les données essentielles pour à la fois construire ces indicateurs et in fine faire des prévisions. Nous avons, moi j'ai un collègue aussi au sein de Grenoble École de Management qui est expert en géopolitique. Nous avons aussi Emmanuel H de l'IRIS et rattaché l'IFPEN pour tout ce qui est économie des ressources. Thibaut Voïta à l'Institut Jacques Delors et le dernier partenaire aux côtés de donc, le laboratoire Gaël et GEM que je représente, c'est l'Agence française du développement avec Étienne Espagne. Donc, un point de départ aussi, c'est déjà de comprendre quelles sont nos vulnérabilités. Et donc, on a cru ou on a pensé qu'à la sortie donc, de la crise énergétique 2022, on avait corrigé le problème. Sauf que les événements récents nous ont bien montré à l'évidence que nous n'avons pas supprimé le problème, mais nous l'avons transformé. Parce que c'est pas nouveau. Ah super, merci. C'est pas nouveau depuis des années déjà. 40% de notre consommation d'énergie, elle vient d'une production domestique. C'est un peu le paradoxe en fait du continent européen. On représente à environ 15% du PIB mondial, mais nous ne disposons que d'1% des réserves en gaz et en pétrole qui sont nécessaires justement à notre système économique. Autrement dit, on a 2 tiers de notre énergie
que nous consommons qui est importée, autant de richesses qui est donc accordée à des pays tiers. Ça a donc 3 conséquences. La première conséquence, et c'est celle que vous voyez donc là à l'écran, elle est macroéconomique, c'est le déficit énergétique de l'Union européenne. Depuis 2000, vous voyez, c'est à peu près stable. On a un déficit énergétique qui représente 2% du PIB, avec, alors on ne le voit pas, on voit pas la subtilité, mais si on le voit à l'écran. En fonction des États membres, ça peut être plus ou moins grave, entre guillemets. Et en période de crise, ce déficit, il peut aller jusqu'à 4% du PIB. La deuxième conséquence, c'est qu'on a une forte exposition aux fluctuations des prix énergétiques qui sont mondiaux. Et une dernière conséquence, c'est qu'on a des prix qui sont structurellement beaucoup plus élevés que les autres régions du monde que Patrick vous a présenté sur la matrice. Pour l'électricité, pour les industries, c'est 165 € du mégawattheure au sein de l'Union européenne, alors qu'on est plutôt aux alentours de 75 € aux États-Unis et 60 € le mégawattheure en Chine. C'est donc un énorme handicap en fait pour notre compétitivité, qui va, on va dire, accélérer le phénomène de désindustrialisation et qui va être aussi envoyer des signaux très forts à des investisseurs étrangers qui voient bien que les prix de l'électricité sur le continent européen, elles sont très chères et donc défavorables au développement des industries sur site. Ces 3 conséquences, elles sont exacerbées par l'instabilité géopolitique mondiale. Et jusqu'à présent, les réponses de l'Union européenne, elles ont été donc partielles. Je l'ai dit en introduction, on a tendance bien sûr à diversifier, à ne plus dépendre que d'un seul fournisseur, par exemple pour le gaz, mais on s'est détourné vers les États-Unis, mais on a vu qu'à cause du détroit d'Ormuz, on était exposé finalement à un GNL qui était beaucoup plus volatile et qui pouvait beaucoup plus se transporter dans d'autres régions du monde qui iraient au plus offrant. Et puis il y a une autre réponse qui est celle des renouvelables, mais qui, là on y reviendra, amène à d'autres vulnérabilités dont on discutera après. Pour relever le défi de ces vulnérabilités, pour regagner à la fois un meilleur niveau d'indépendance énergétique et de souveraineté économique, il y a une stratégie de long terme qui semble aujourd'hui s'imposer, et quand je dis qui semble s'imposer, je pense qu'il s'impose, c'est la stratégie de décarbonation profonde du système énergétique et plus globalement du système socio-technique de l'Europe. Comment analyser, comment décomposer, je dirais, cette stratégie en grands éléments, en grands piliers ou en grandes dimensions? Je dirais que les 3 grandes dimensions de la décarbonation profonde des systèmes sociotechniques, elles ont été identifiées et formulées dès 2012 par un chercheur américain dans le contexte de la préparation des négociations de l'accord de Paris, qui devait avoir lieu, la COP21 devait avoir lieu en 2015. Et à cette occasion, Laurence Tubiana, une personnalité dont vous avez certainement entendu parler, et Jeffrey Sachs, qui était à l'époque le conseiller économique de Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. Laurence Tubiana et Jeffrey Sachs, dans le contexte de la préparation de la COP21, avaient dit « Il est indispensable pour que les grands États s'engagent dans la négociation climat sur des objectifs ambitieux, ils ne peuvent pas le faire à l'aveugle. Il faut donc leur fournir des stratégies ou des trajectoires de décarbonation profonde. » Et donc, ils avaient mis en place un projet international avec 16 pays et il fallait essayer d'identifier pour chacun des 16 pays quels étaient les leviers principaux. Et le point de départ a été donné par Jim Williams, qui avait été par ailleurs conseiller conseiller climat du gouverneur de Californie, Jim Brown. Et Jim Williams avait publié dans Science un article extrêmement intéressant et que personnellement auquel je me réfère toujours parce que c'est vraiment ce qu'on appelle un article séminal dans lequel il disait la décarbonation, c'est pas très compliqué, c'est trois étapes, 3 dimensions. Premièrement,
l'efficacité énergétique, la maîtrise de la consommation d'énergie. Alors, Jim Williams, américain, californien, ne pouvait pas évoquer la sobriété ou la sufficiency comme ça aurait été le cas à l'époque, mais parce qu'il nous avait dit une fois, si je parle de sobriété aux États-Unis, je suis mort, on ne m'entend plus. Donc, bon, il évoquait plutôt l'efficacité, plutôt le volet technique de la maîtrise de l'énergie. Premier volet. Deuxième volet, la décarbonation de la production d'électricité. Que ce soit à partir des renouvelables ou à partir du nucléaire, il est possible de produire une électricité décarbonée. Et on le sait, l'avantage de l'électricité, c'est que c'est une source d'énergie qui peut servir, qui d'abord est produite à partir de sources différentes et qui ensuite peut servir une gamme d'usages extrêmement diversifiés. Pas la totalité des usages de l'énergie, mais la plus grande partie des usages de l'énergie. Donc, deuxième temps, décarboner la production d'électricité. Et enfin, troisième temps, réaliser des transferts d'usage, c'est-à-dire, c'est le processus dont on parle aujourd'hui en France, mais c'est récent, l'électrification des usages, c'est-à-dire faire en sorte que l'électricité décarbonée puisse prendre la place, autant que faire se peut, des combustibles fossiles. Et ça, c'est vraiment, je crois que c'était, à l'époque, c'était assez novateur. Il y avait en Europe d'autres recherches qui avançaient, je dirais, sur la même voie, mais un article dans Science, ça pose un peu les problématiques et de fait, ça s'est avéré extrêmement pertinent. Ça reste vraiment totalement pertinent aujourd'hui comme identification des différents leviers. Et là, vous avez sous les yeux, enfin oui, vous avez à l'écran l'image de ce que pourrait être, c'est à partir des scénarios Ener-Futur d'Enerdata, ce que pourrait être la contribution de ces différents leviers à la décarbonation profonde de l'Europe en 2050. Alors vous voyez que c'est une réduction de la consommation d'énergie de un peu plus de 50% par rapport à aujourd'hui. D'autre part, c'est effectivement le passage, l'électrification, c'est-à-dire en gros le passage de l'électricité de 20, aujourd'hui c'est 20 à 25% de la consommation d'énergie finale dans la plupart des pays, et y compris en Europe. La France est un peu plus électrifiée aujourd'hui pour des raisons historiques assez évidentes. Mais en gros, aujourd'hui, l'électricité, c'est 20 à 25% de la consommation d'énergie finale. Eh bien, il faudrait en gros multiplier par 2,7 ou un facteur 3 la part de l'électricité dans les consommations finales d'énergie. Ça, c'est un sujet qui, en France, a été assez tabou pendant assez longtemps parce qu'il y avait un lien qui était fait entre l'électricité et le nucléaire. Donc, c'était un sujet très chaud. Et si on évoquait la progression de l'électricité dans la consommation d'énergie finale, c'était éventuellement supposé encourager le développement de l'énergie nucléaire. Bon. Je crois qu'aujourd'hui, on a un peu passé cette étape-là du débat. Et enfin la décarbonation de l'offre, alors de manière globale, pas uniquement dans le système électrique, mais en gros, il s'agit en 2050 de diviser par 20 la consommation d'énergie fossile. Il restera toujours, pour certains usages très particuliers, très spécifiques, des consommations d'énergie fossile. Elles pourront, dans la recherche de la neutralité carbone, elles pourront être compensées par les émissions négatives, c'est-à-dire les captations de carbone de l'atmosphère vers les arbres ou vers les sols. Mais voilà quelle pourrait être la contribution des différents piliers de la décarbonation profonde pour l'Europe en 2050, selon un des scénarios d'Enerdata sur ce sujet. Du coup, en transition, comme vient de l'expliquer, là, il y a tous les piliers de la transition. Moi, je vais revenir donc sur la décarbonation de l'offre et plus tard, après l'intervention tout à l'heure de Patrick, on fait ping-pong là. Je reviendrai donc sur la demande, l'efficacité et la sobriété énergétique. Donc, vous l'avez compris, divisé par 20 la consommation d'hydrocarbures.
via notamment donc, une électrification qui va être portée par des énergies renouvelables et d'autres sources comme le nucléaire. Mais on se rend compte qu'on risque de répéter l'histoire, ça a été dit ce matin, tout à l'heure, puisqu'on va déplacer le problème de dépendance d'hydrocarbures vers un autre problème de dépendance des matières premières critiques et des technologies bas carbone. La nature change, mais la vulnérabilité reste. D'où l'intérêt aussi de notre observatoire de pouvoir vraiment bien mesurer, de prendre le pouls et de voir en fait à quel point nous sommes contraints à la sobriété, puisque c'est le dernier pilier un peu qui va nous rester pour assurer aussi notre autonomie. Cette nouvelle dépendance, elle a un visage qui est aujourd'hui déjà très concret. Puisque les véhicules électriques, les pompes à chaleur, les smart grids, etc., ils ont besoin de lithium, de cobalt, de nickel, de cuivre, de terres rares. Alors, je suis assez mal placée dans le consortium pour parler de ça, mais on a Emmanuel H qui est notre expert, donc je parle aujourd'hui en son nom. Et le problème de ces ressources, c'est que, comme pour le pétrole et le gaz, elles sont malheureusement inégalement distribuées sur le continent et surtout pas chez nous. Ce qui fait qu'on a en plus un autre problème, c'est que 80% de la production de nombreux de ces métaux sont concentrés dans 5 pays. Par exemple, la RDC, qui traverse actuellement d'autres problèmes, mais il y a 75% du cobalt est présent en République démocratique du Congo. L'Indonésie, elle couvre 2/3 du nickel. Et surtout, et ça a été dit déjà ce matin, et c'est là que la vulnérabilité de l'Europe réside, et qu'elle est très critique, c'est que la Chine domine non seulement l'extraction, de ces matériaux, mais surtout leur raffinage et leur transformation industrielle. Donc là, elle maîtrise toute la chaîne de valeur. Le problème aussi, c'est que la Chine, elle va utiliser en fait ce levier comme une menace politique dans certains cas, pour restreindre par exemple l'exportation de certaines terres rares. Dans d'autres cas, on l'a déjà vu il y a une quinzaine d'années, faire du dumping au niveau des prix, et qui va mettre en directe menace notre sécurité à la fois de défense et aussi énergétique. L'Union européenne, elle dépend donc à 70% d'approvisionnement extérieur en termes de métaux critiques, tout en attirant aujourd'hui que 2% des investissements miniers mondiaux. Donc on a une vulnérabilité, comme pour l'énergie, qui est encore une fois structurelle. Et on veut absolument éviter le même problème qu'on a rencontré avec le gaz russe, et éviter justement ces dépendances concentrées. Donc depuis, l'Europe, elle a réagi. Elle a mis en place un règlement européen sur les matières critiques, le Critical Raw Materials Act, qui marque une première rupture, je dirais, où elle va fixer des objectifs chiffrés avec 40% de raffinage sur le territoire à terme, 25% de recyclage, et aussi une règle de non-concentration, c'est-à-dire de ne plus dépendre principalement d'un seul pays tiers. Et il y a une règle qui dit qu'on ne peut plus importer pour plus de 65% de matière d'un même pays. Ça, c'est les leçons qu'on a directement tirées du gaz russe. L'Europe aussi, elle a identifié des projets prioritaires. Ils sont une quarantaine qui sont sélectionnés sur toute la chaîne de valeur et établis dans 13 États membres. Puis il y a aussi d'autres initiatives qui permettent l'accélération des procédures de permis aussi, miniers, le développement de nouvelles infrastructures de raffinage, etc. Et la mise en place aussi de partenariats stratégiques avec des pays plutôt fiables, comme l'Australie, le Canada ou d'autres pays africains. Mais on le sait, les cycles de miniers, de construction d'infrastructures, etc., ce sont des cycles qui sont sur le temps long. L'obtention de permis est très complexe, et on y reviendra. Ces nouvelles infrastructures, elles risquent de poser aussi un petit problème d'adhésion sociale des citoyens français qui ne veulent pas forcément accueillir ce genre d'infrastructures qui sont plutôt gênantes. Alors, Karine l'évoquait. Je crois qu'on peut faire beaucoup de reproches à l'Europe, mais
il ne faut pas lui faire le reproche d'être, comment dire, de ne pas anticiper ou de ne pas voir les problèmes. Je me souviens d'avoir participé à des projets européens dans le cadre des projets de recherche communs autour des années 2010 sur les matériaux critiques. Donc il y a une réelle capacité d'anticipation. Le problème après, c'est celui du passage à l'acte et quand on passe à l'acte, même de l'efficacité de l'action. Mais en tout cas, je crois qu'on ne peut pas faire le reproche à l'Europe de ne pas voir, de ne pas anticiper les problèmes. Et en témoigne également toute une série, donc le Critical Raw Material Act, c'est sur la question précise des matériaux critiques. Il y a aussi une réelle volonté, en tout cas il y a une vision au niveau européen de la nécessité d'encourager les industries européennes dans la perspective, la double perspective finalement de la lutte contre le changement climatique et de la souveraineté en matière d'approvisionnement énergétique. Il y a un certain nombre comme ça d'initiatives. 2024, le Net Zero Industrial Act, qui vise par exemple à avoir 40% de production des industries reliées à la recherche du net zéro. Donc le net zéro, c'est bien la décarbonation profonde que j'évoquais tout à l'heure. 40% en 2030. Donc c'est un objectif extrêmement précis, peut-être trop précis, mais en tout cas la direction est donnée, avec la volonté de simplifier les dispositifs de régulation, notamment en matière d'aide publique sur les différentes industries en Europe. Vous savez qu'en Europe, la DG Concurrence est extrêmement sourcilleuse sur tout ce qui peut renvoyer à des aides spécifiques d'un État en faveur de ses propres industries. Donc tout ce qui est aide d'État, c'est vraiment soumis à un examen extrêmement minutieux de la justification, de la légitimité de ces aides d'État. Et donc le Net Zero Industry Act visait à prendre en compte finalement la nécessité de bien introduire les objectifs européens dans l'évaluation des aides d'État. Il y a eu en 2024 également la création des grands projets industriels d'intérêt commun. Donc c'était des projets industriels qui pouvaient concerner plusieurs États et permettre à plusieurs États de se mettre d'accord pour développer des projets industriels communs. Par exemple, les batteries, l'hydrogène. Alors on parle de l'Airbus des batteries ou l'Airbus de l'hydrogène. Ce matin, on a appris que les dissensions entre Dassault et Airbus au sujet du SCAF faisaient que l'Airbus, en tout cas le projet du SCAF, qui devait être un projet commun au niveau européen, était maintenant abandonné. C'est probablement un sujet important et qu'il faudrait soumettre à nos collègues spécialistes des questions de défense. Est-ce que c'est vraiment une catastrophe ou est-ce que finalement c'est pas plus mauvais? C'est un sujet qui reste ouvert. En 2026, l'Industrial Accelerator Act, la directive sur l'accélération industrielle. On voit là encore une bonne prise de conscience de la nature des problèmes. En gros, c'est qu'en Europe, on ne va pas assez vite. On ne va pas assez vite, en particulier face à des concurrents, notamment dans le domaine des technologies bas carbone, la Chine, qui est effectivement capable de regarder le très long terme, de fixer des objectifs ambitieux en termes de capacité industrielle et de développement de ces capacités, et également en termes de vitesse d'exécution. Une fois qu'on a fixé des objectifs de très long terme en Chine, les capacités industrielles sont construites massivement. S'il y a des surcapacités par moment, ça donne des à-coups, il y a des morts, mais la machine avance toujours. Une des difficultés essentielles, je crois, en Europe aujourd'hui, c'est la capacité de l'Europe à assurer ce qu'on appelle la traversée de la vallée de la mort des nouvelles technologies. Quand on développe une nouvelle technologie,
aussi prometteuse soit-elle, aussi performante soit-elle, il y a un moment où il faut consentir d'énormes investissements pour le passage à l'échelle. Et c'est un moment pendant lequel il faut investir un maximum. Ça peut durer assez longtemps sans gagner d'argent. Et cette vallée de la mort, elle frappe souvent des entreprises industrielles, européennes. Le dernier exemple qui me vient à l'esprit, c'est le projet qui avait été développé par Carbone de construire une gigafactory de production de panneaux photovoltaïques à Fos-sur-Mer. Je connais un peu ce projet parce qu'il se trouve que le patron de Carbone est un ancien thésard de mon laboratoire. Et donc, le consortium a probablement, avec de bonnes raisons, ils ont jeté l'éponge récemment, il y a quelques semaines, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas une visibilité long terme suffisante pour garantir le fait que les milliards qui allaient être investis pourraient être couverts. Alors il y a d'autres exemples plus positifs. Il y a le projet par exemple Vercors, qui est un projet grenoblois à l'origine, où là c'est un projet de construction d'une gigafactory de batteries à Dunkerque. On espère qu'il va être mené jusqu'au bout et que ce sera un grand succès. Mais en tout cas, la difficulté, je crois que c'est cette question de la capacité à se fixer des objectifs ambitieux industriels à long terme et de tenir la route sur le chemin, parfois long, parfois difficile, entre aujourd'hui et le plein déploiement des capacités industrielles. Du coup, avant de faire la transition sur la demande, puisque là on a parlé beaucoup de l'offre, je me permets de venir sur une slide que j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure, et qui est tout à fait en lien avec ce que dit Patrick. Et je vais paraphraser ce qui a été dit ce matin par Clément Tonon, où il nous racontait ce matin donc, que 55% de notre prospérité, ciment, acier et d'autres industries essentielles à notre économie, sont à risque de disparaître face à un compétiteur, un mur, qui est 30% moins cher. Donc là, vous avez un autre exemple sur d'autres éléments essentiels à la transition énergétique, de la compétitivité de la Chine par rapport à l'Europe, où là c'est évident vous voyez sur le PV, le panneau solaire photovoltaïque, mais aussi sur l'éolien, les batteries, etc. On subit en fait une compétitivité qui est très forte de la part des Chinois. Et donc Patrick vient d'expliquer aussi les raisons pour lesquelles on n'est pas en retard, mais en tout cas, je ne sais pas si on va pouvoir rattraper notre retard par rapport à ça, mais il faut absolument avancer sur d'autres sujets. Et parmi les autres actions ou les autres leviers complémentaires, il y a donc, on en a parlé, la réduction de la demande. Ce n'est pas un sujet secondaire. C'est tout aussi important que la décarbonation. Tout à l'heure, Patrick a présenté les piliers. Donc il y avait la décarbonation et il y avait aussi la réduction de la demande via l'efficacité et la sobriété énergétique, que je vais rapidement définir. Et on a vu que selon les scénarios, donc là c'était le scénario le plus pushy d'Enerdata, où on devait atteindre 50% en fait, des efforts provenaient de l'efficacité énergétique et de la sobriété. L'efficacité, elle représentait 40% de ces efforts et la sobriété 10%. Donc la distinction, donc là on parle souvent, surtout Patrick et moi, de sobriété et d'efficacité énergétique, mais notre collègue Emmanuel H, lui, vous parlera de sobriété des ressources, des matières premières. Donc là, les deux vont de pair. L'efficacité énergétique, c'est réduire la consommation, mais à niveau de confort, on va dire, ou de technologie égale. C'est la rénovation thermique des bâtiments, le changement des lampes à incandescence par des LED, etc. Alors que la sobriété, c'est la réduction de la consommation par, on va dire, un changement des comportements. Pendant la crise du Covid, l'autre crise, celle qui a suivi la guerre en Ukraine, la crise énergétique, on vous recommandait de ne plus chauffer à 20, mais plutôt, ou 22, et de chauffer plutôt à 19 degrés.
Quelles sont les tendances en fait depuis 2010? Donc là, c'est le projet Odyssée, qui est un projet européen justement qui est vraiment spécialisé sur l'efficacité énergétique. Je connais bien ce projet parce que j'ai travaillé pendant 10 ans dessus. Et là, vous voyez la décomposition de la consommation d'énergie finale entre 2010 et 2024, où on voit en fait qu'on a une réduction une consommation de 6%. Donc on se dit, ouais, c'est pas super. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que si jamais on n'avait pas mis en place des politiques d'efficacité énergétique, ou climatique ou énergétique, notre consommation elle aurait été 8% plus élevée que le niveau de 2010. Donc là, le potentiel de réduction d'économie d'énergie, il est de 14 points. C'est pas rien, mais ce n'est toujours pas suffisant par rapport aux objectifs de 2050 qui a été annoncé. Mais chaque point ou chaque diminution de la demande en moins, c'est autant d'énergie en moins. Et donc autant de vulnérabilités qui vont être réduites, on vient de l'expliquer. Le problème de la sobriété, de l'efficacité, c'est que ça provoque donc des investissements. Des gens, ils vont peut-être pas, les citoyens vont vouloir peut-être faire des arbitrages. Pourquoi je rénoverai mon logement alors que je vais avoir un retour sur investissement qui va être très long? Je pourrais peut-être plutôt faire d'autres projets. La sobriété, j'ai pas envie de changer mon comportement. Puis d'une manière générale, d'autres piliers comme les énergies renouvelables, aussi, elles provoquent aussi certaines résistances et un problème d'adhésion sociale. Et donc, ça va être le dernier sujet que je vais évoquer. Au niveau de ces politiques-là, il faut absolument que les politiques, elles mettent en place des conditions de faisabilité. Et d'ailleurs, c'est tout à fait marquant parce que au départ, sur la matrice que Patrick a présentée, donc le point de départ, c'était le rapport Draghi, et on voit bien que la sobriété et l'efficacité énergétique étaient quand même le parent pauvre de ce rapport, alors que c'est absolument essentiel, et que les politiques publiques, elles doivent accompagner cela, et pour cela, il faut garantir des efforts qui soient partagés, qu'il n'y ait pas d'inégalité, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui subissent en fait ou qui portent les efforts. Et il faut aussi, et ça a été dit ce matin, que le narratif politique, mais aussi institutionnel ou des entreprises, change, qu'on relie ces efforts à un projet aussi collectif et que la valeur aussi qui soit créée ou les efforts soient partagés. Là, c'est pas vraiment le sujet de notre projet de JEEP, mais il est essentiel que les politiques publiques en matière de lutte contre le dérèglement climatique ou en matière de transition énergétique trouvent des messages en fait qui soient fédérateurs, qu'on va parler de souveraineté énergétique, d'emplois créés localement, non délocalisables, d'une économie circulaire, etc., plutôt que de choc climatique, etc. Tout ça pour dire que la demande, c'est un levier puissant qu'il ne faut absolument pas sous-estimer, qui est largement disponible et qu'il faut mettre en place des politiques volontaristes et avec une justice redistributive pour que ça fonctionne. Je vais conclure. Alors pour conclure, il faudrait donner des solutions. Malheureusement, ce n'est pas évident du tout de voir dans cette situation quelles sont les bonnes stratégies et les bonnes actions à entreprendre en Europe. Il y a un certain nombre, il est clair qu'il y a besoin d'avoir une stratégie industrielle coordonnée en Europe. Alors, dans un autre amphi, il est question effectivement de l'industrie, donc il faudrait pouvoir avoir don d'ubiquité et suivre l'autre séminaire en même temps, ou l'autre intervention en même temps. La question des stratégies industrielles, elle a différentes facettes. Et elle peut être posée de différentes manières, par exemple en se disant, est-ce qu'il faut maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur ou est-ce qu'il faut au contraire, plutôt, compte tenu d'une concurrence sans pitié, en particulier de la Chine, je pense que sur les technologies de l'information, la concurrence, elle vient essentiellement des États-Unis. Pas que, mais essentiellement. Sur les technologies vertes, et de la décarbonation, c'est plutôt la Chine, puisque les États-Unis, en particulier avec Trump 2, ont abandonné largement tout ce qui était stratégie de décarbonation. En revanche, on peut dire que pour la Chine, c'est un axe essentiel de la stratégie de développement à long terme que de développer les technologies de la décarbonation. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains posent les problématiques aujourd'hui entre, il y aurait des electrostates
comme la Chine, qui gérerait, qui planifierait la décarbonation des systèmes énergétiques, et il y aurait en face des pétrostates qui conserveraient, qui verraient la maîtrise des énergies fossiles comme toujours l'élément principal de la puissance. C'est clairement ce que pense Donald Trump, et toutes ses décisions vont dans ce sens. Donc, du côté de la concurrence pour les technologies énergétiques du futur, j'espère, les technologies du futur, c'est vraiment, ça vient de Chine, et donc il faut se situer par rapport à la Chine. Est-ce qu'il faut au contraire viser des segments particuliers des chaînes de valeur sur lesquels l'Europe peut avoir des avantages comparatifs importants? C'est plutôt dans cette direction que penchait le rapport Draghi. Je pense qu'un des objectifs de l'observatoire que nous proposons peut être d'éclairer, finalement, de donner de l'information permettant de mieux caler les stratégies dans ce domaine. Est-ce qu'il faut imposer aux Chinois ce qu'ils nous imposaient il y a 20 ans, c'est-à-dire quand il y avait des implantations industrielles en Chine, il fallait faire le transfert de technologie était obligatoire. Est-ce qu'on n'en est pas là déjà pour l'automobile aujourd'hui? La question peut se poser. Je terminerai en faisant appel pour les solutions de fond, je dirais, à un des pères de l'Europe, Jean Monnet. Je cite souvent dans les mémoires de Jean Monnet, je dirais que le message central, en tout cas j'ai retenu des mémoires de Jean Monnet, c'est quand il dit au début de la Seconde Guerre mondiale, mais à partir de son expérience de la Première Guerre mondiale, comme en gros coordinateur de l'effort de guerre entre l'Europe et les États-Unis, il a une affirmation très claire en disant la juxtaposition des moyens nationaux n'est pas une solution suffisante. On n'y arrivera pas si on ne fait que juxtaposer des moyens nationaux parmi les alliés. Ce qu'il faut, c'est instaurer des moyens communs avec une gestion unique, centralisée des moyens communs. Et je crois que ça peut être une source d'inspiration. Je pense à ce que disait notre collègue Michel Derdevet de Confrontation Europe, qui milite pour la création d'un fonds souverain européen qui pourrait être un fonds souverain pour la transition. Alors quel serait l'actif qui gagerait en quelque sorte ce fonds souverain européen? Il faut réfléchir à cela. Peut-être le produit des quotas carbone ou des taxes carbone, ou certainement une partie du produit des quotas carbone pourrait alimenter un fonds commun européen pour la transition, un fonds souverain. Ça fait partie peut-être des solutions à explorer qui permettrait de résoudre d'avancer dans la situation assez difficile dans laquelle, il est vrai, l'Europe est aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos travaux et votre intervention. Et puis on invite tout le monde à lire le prochain numéro de la revue pour lire dans le détail vos analyses. Merci beaucoup, merci à tous.